Bon Philippe, on arrive bientôt là? Non Maurice, on n'arrive pas bientôt, non. Mais Philippe, ça fait 15 heures qu'on est parti là. Non Maurice, ça fait pas 15 heures qu'on est parti. Les routes rectilignes du Midwest déforment simplement l'espace-temps et te donnent la sensation que les trajets sont plus longs qu'ils ne le sont en réalité. Ouais bon d'accord Philippe, mais du coup ça fait au moins 10 heures qu'on est parti là. Non Maurice, ça fait pas 10 heures qu'on est parti. Bah ça fait combien de temps alors? Ça fait 10 minutes Maurice. Quoi 10 minutes? Mais tu te fous de ma gueule Philippe? On a vu le jour se lever 2 fois depuis qu'on est parti. Non Maurice, ce qu'on a vu c'était juste une éclipse. Une éclipse? Mais du coup on arrive dans combien de temps alors? On arrive dans 8 heures Maurice. Ah, bah je crois que l'espace-temps a eu raison de la patience de notre ami Maurice. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Kentucky Kingdom, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'aura mérité la visite de ce parc. Et oui, parce que Kentucky Kingdom est situé à 8 heures de bagnole du parc que nous avons visité la veille, à savoir Silver Dollar City. Et en plus des 8 heures de bagnole séparant les deux parcs, ils ne sont pas situés sur le même fuseau horaire, faisant que lorsqu'il est 14h dans le Missouri, eh bien il est 15h dans le Kentucky, et ça aide vraiment pas à se la couler douce sur la route. Il faut tracer quand on part de Silver Dollar City. Et ouais, parce que mine de rien, bah en plus du trajet, ça t'enlève 1 heure de visite le lendemain. Du coup, vous voyez déjà venir l'équation pas très favorable au repos, avec 4 heures de bagnole donc à la sortie de Silver Dollar City pour rejoindre l'hôtel, un dodo entre 3 et 7 heures du matin, donc 4 heures de sommeil, et 4 heures de bagnole le lendemain pour pouvoir nous rendre à Kentucky Kingdom. Et ça, je peux vous dire qu'en plein milieu de trip, bah ça se coupe pas mal les organismes. D'ailleurs, rien à voir, mais sachez pour votre culture que Louisville est situé dans le Kentucky, et que ça ne se prononce pas Louisville, mais bien Louisville. En tout cas, c'est comme ça que le prononcent les Américains. Mais étant donné qu'on est des bons français très récalcitrants, on se contentera de dire Louisville tout au long de cette vidéo. Kentucky Kingdom est ce qu'on pourrait appeler un parc étape, donc un parc beaucoup plus petit que les Kings Island ou les Cedar Point qu'on a visité quelques jours auparavant. De fait, une après-midi suffit amplement à faire le tour du parc et de ses coasters, et c'est une configuration dont nous avions vraiment besoin pour pouvoir reposer nos organismes. Ah ouais, là, je sais pas si on aurait assumé convenablement un Hershey Park ou un Kings Island. Hein. Kentucky Kingdom est un parc qui revient de très loin, étant donné que le parc a ouvert en 1987 et qu'à peine 1 an après son ouverture, il a fait banqueroute, ce qui annonçait quand même du lourd pour la suite. Racheté par un homme d'affaires nommé Ed Hart, Kentucky Kingdom a rouvert en 1990 et est resté donc sous le giron de cet homme d'affaires jusqu'en 1998, année durant laquelle il l'a revendu à Six Flags étant donné qu'il avait du mal à rembourser les dettes contractées pour relancer le parc. Six Flags a donc possédé et opéré le parc pendant 11 ans, mais en 2010, ils ont annoncé qu'ils cessaient toute activité à Kentucky Kingdom en raison du rejet d'un bail modifié par le Kentucky State Fair Board. De fait, le parc est resté à l'abandon pendant 4 ans, c'est énorme, hein, donc entre 2010 et 2014, avant que ne re-rentre dans la danse un certain Ed Hart qui a décidé de reprendre le parc pour relancer la machine. Un challenge plutôt énorme étant donné l'état dans lequel il a récupéré Kentucky Kingdom, un parc qu'il a réussi à relancer de par l'intelligence et la cohérence de ses investissements qui ont permis eh bien, de pouvoir redonner un peu de fraîcheur au parc et surtout de le pourvoir en nouveautés. On est donc passé du coup de pinceau à la remise en état de marche et entre les deux il y a eu déjà énormément de boulot qui a été abattu. En 2021, le parc a été revendu à un groupe qu'on apprécie tout particulièrement en ses murs, à savoir Hershey Family Entertainment qui possède déjà Silver Dollar City, Dollywood ou encore Wild Adventures en Géorgie. Ed Hart, avec notamment l'ajout de grands toboggans, de l'ajout de coasters comme Lightning Run, comme Storm Chaser, comme Kentucky Flyer, a vraiment permis de donner un coup de défibrillateur au parc, avant donc de le revendre à Hershey, et là on se dit vraiment que le parc est tombé entre d'excellentes mains, et que même s'il n'est pas encore une destination de choix, eh bien il ne va pas tarder à le devenir. En tout cas, c'est vraiment tout le mal qu'on lui souhaite, et avec Hershey aux commandes, eh bien on se dit que ça va forcément finir par arriver. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps avec cette présentation, et je vous laisse tout de suite partir à la découverte de Kentucky Kingdom, avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 15e jour de notre trip américain, et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le Kentucky afin de visiter un certain Kentucky Kingdom. Un parc qu'on n'imaginait pas pouvoir visiter un jour, tant son passé tumultueux
talentueux pouvaient laisser penser qu'il n'entendrait plus jamais le cri d'un seul visiteur. Et pourtant, Kentucky Kingdom est bel et bien là, et on peut se réjouir que ce parc soit en convalescence et qu'il ait retrouvé des couleurs. Kentucky Kingdom est donc situé à Louisville, juste au nord de l'aéroport de la capitale du Kentucky, aéroport qui est vraiment juste à côté, le parc étant construit à quelques centaines de mètres du seuil de piste. Ce qui l'empêche évidemment d'avoir des installations très hautes, vous vous en doutez, quand bien même certaines d'entre elles avoisinent les 40 mètres de hauteur. Cette proximité permet donc de voir passer des avions à quelques mètres à peine au-dessus de nos caboches, et quand on est sur le lift d'une montagne russe ou dans un Starflyer, ça peut avoir de quoi surprendre. Kentucky Kingdom a aussi la particularité d'être coupé en deux par une route qu'il nous faudra traverser afin d'accéder à l'une ou l'autre des parties du parc. Ou alors nous pourrons également franchir un pont pour nous rendre d'un côté à l'autre sans être gênés par le trafic, qui est néanmoins contrôlé par des employés chargés de sécuriser votre traversée. Mais commençons donc immédiatement avec la première partie du parc qui nous réserve d'ores et déjà une attraction de très grande qualité. Attraction qui est visible depuis le parking, à savoir Lightning Run, un hyper GTX coaster conçu par Chance Rides qui est pour l'instant le seul et unique exemplaire au monde, avant que n'ouvre Hot Wheels Twin Mill Racer à Mattel Adventure Park dans l'Arizona. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est très étonné qu'il n'y ait pas d'autres exemplaires à avoir été vendus, parce que Lightning Run date déjà de 2014. Donc il aura fallu attendre au moins 11 ans pour qu'un autre hyper GTX ouvre dans un autre parc. Chance Rides, c'est pas forcément le constructeur sur lequel on miserait le plus d'argent s'il s'agissait de parier sur une expérience de qualité, étant donné qu'en termes de roller coaster, le constructeur n'est pas connu pour autre chose que ses Big Dipper comme Joker Funhouse Coaster à Six Flags Over Georgia, ou pour ses toboggans qui sont certes iconiques, mais qui sont de moins en moins répandus et qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus reluisant. En tout cas, en termes d'expérience inconfortable, ça se pose quand même là, ces machines. D'ailleurs, pour les curieux, pas forcément besoin d'aller aux USA pour tester ces toboggans, vous pourrez en trouver dans les fêtes foraines françaises, et ça, bah, on vous aura prévenu que ça peut faire mal. D'extérieur, Lightning Run peut d'ailleurs dérouter, avec ses rails évoquant fortement le Vekoma ancienne génération qui n'est clairement pas pour nous rappeler de bons souvenirs. Pourtant, Lightning Run aura été une véritable révélation. Commençons déjà par nous armer de patience, tant les opérations sont lentes et laborieuses, et ce sur chacune des attractions du parc. Là, on est un samedi et il n'y a qu'un seul train de sortie sur chacun des coasters, avec qui plus est une dispatch toutes les 4-5 minutes à décompter. Et même s'il n'y a pas foule, la mollesse des opérateurs est telle que les temps d'attente tapent rapidement les 20 minutes. Mais bref, concentrons-nous sur la bête en elle-même et commençons par ces énormes trains presque anachroniques qui font davantage penser à ce que peut faire Morgan avec Phantom's Revenge, et installons-nous dans ces assises qui font clairement penser à ce que peut faire RMC, aussi bien en termes de confort qu'au niveau du système de retenue. Et l'évocation de RMC n'en restera pas à ça, étant donné que l'expérience entière de Lightning Run va très clairement nous faire penser à du RMC. Lightning Run ne paie vraiment pas de mine et est donc un coaster de 30 mètres de hauteur, 762 mètres de longueur, le tout poussant à 88 km/h. Et ce qui fait la magie de ce coaster, c'est qu'il s'agit de l'enfant issu de l'union entre un Megalight Intamin et un coaster RMC. Et pour ce qui est de la relecture du Megalight, Chance Rides met clairement une énorme branlée hamac qui s'y est notamment essayé avec Alpina Blitz. Dites-vous ici qu'en termes d'airtime, on est plus fourni que Piraten à Dual Summerland, qui est pourtant l'un des meilleurs coasters d'Europe et l'un des coasters européens les plus fournis en G négatif. Lightning Run, c'est d'abord une excellente première descente inclinée à 80 degrés qui vous éjectera hors du siège, d'autant plus si vous êtes assis à l'arrière. Et c'est ensuite une anthologie de tous les types de boss possibles et imaginables que vous pouvez retrouver sur un coaster. Le tout avec une tétrachier de G négatif à se demander combien de temps au cumul est-ce qu'on reste le cul en l'air pendant notre tour. Ces airtimes sont d'ailleurs d'énormes éjecteurs qui deviendront de plus en plus prononcés au fur et à mesure que nous progresserons sur les rails, et compteront parmi les plus puissants que j'ai ressentis lorsque le train viendra à négocier les dernières bosses proposées par ce layout tortueux, original et tout à fait bien pensé. Et quand je vous disais qu'il ne paie pas de mine, la surprise une fois à bord est d'autant plus importante qu'il met à l'amende une grande quantité de coasters avec des stats beaucoup plus impressionnantes. Le rythme de ce coaster est hyper soutenu, on enchaîne chacun des éléments frénétiquement, le coaster se refusant à nous laisser respirer avant les freins finaux, et ça c'est exactement ce qu'on vient chercher sur une machine de ce type. Que ce soit dans ses S-turns, dans son overbank turn, ou sur sa variété incroyable de boss toutes plus folles les unes que les autres. Le coaster nous comblera par son agressivité à laquelle nous nous livrerons complètement grâce notamment à la fluidité du ride qui est absolument exemplaire. Comme dit plus haut, en plus de son aspect Megalight, il y a une vraie vibe RMC qui se dégage de Lightning Run. Et c'est pas étonnant puisque ce coaster a été designé par Joe Draves, à savoir l'élève d'Alan Schilke qui a désormais repris les rênes de RMC depuis le départ à la retraite de son maître. Joe Draves étant déjà derrière des coasters comme Air Force One à Fun Spot America Atlanta ou encore Wildcats Revenge à Hershey Park. De là à dire que l'avenir
est assuré chez RMC, il n'y a qu'un pas. Lightning Run, c'est donc 100% validé et on se dit que c'est vraiment malheureux qu'il n'existe pas plus de coasters de ce type sur la planète. D'autant plus que son enveloppe de 7 millions d'euros qui a été nécessaire à sa conception laisse à penser que le modèle devrait être accessible pour pas mal de parcs d'attractions de par le monde. Amis européens, penchez-vous sur le sujet, je pense que vous pourrez faire des heureux avec une telle acquisition. Cette première partie du parc ne comportant pas d'autres coasters que Lightning Run, empruntons donc le pont nous permettant de passer dans la seconde partie du parc. Et constatons de ce fait que Kentucky Kingdom compte une nouvelle particularité, à savoir que son parc aquatique est construit en plein milieu du parc d'attractions. De fait, toutes les attractions mécaniques sont construites autour, ce qui est plutôt étonnant de prime abord, mais finalement plutôt pratique lorsqu'il s'agit de diversifier les activités et d'aller rapidement piquer une tête avant d'aller faire un tour de coaster. Le parc aquatique possède d'ailleurs une belle collection de toboggans Pro Slide, notamment l'un des plus hauts toboggans à trappe du monde, du tornado aussi imposant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avouez que ça a quand même de la gueule ces trucs-là. Le parc possède également de nombreuses descentes en bouée, ainsi que Déluge, qui n'est autre que le tout premier water coaster à propulsion magnétique, toboggan qui a une excellente réputation et qu'il est possible de faire habillé. Par contre, attention à vos fesses, pareil que ça mouille fort. On n'aura pas eu le temps de l'essayer durant cette visite, mais nul doute qu'à notre prochain passage, on ira y faire un tour. Et vu la chaleur du jour, la bonne nouvelle pour nous chasseurs de crédit, c'est que la majorité des visiteurs s'en donnent à cœur joie dans le parc aquatique, nous laissant ainsi profiter plus facilement des coasters, et c'est pas plus mal quand on voit combien les opérateurs de Kentucky Kingdom sont mous du cul. Ah là, je vous jure, c'est vraiment une épreuve de patience, faut vraiment donner de soi pour pas péter un câble. Poursuivons donc avec non pas un tour de carrousel qui est tout de même beaucoup mieux entretenu que celui de Six Flags Saint-Louis, au moins pour celui-ci on peut constater qu'il dispose bel et bien de chevaux sur son plateau, même si c'est vrai que son orgue de barbarie commence à dégueuler des harmonies pas forcément très agréables, faudrait voir à réaccorder tout ça. Et puis tiens, si on peut apporter le savoir-faire angevin jusque dans le Kentucky, on ne va pas s'en priver. Merci Monsieur DeVos pour la conception de ce formidable carrousel et pour l'exportation de l'expertise française. Poursuivons avec un survivant des années sombres par un coaster laissé à l'abandon par Six Flags, à savoir le Junior Vekoma local nommé Roller Skater. Oui, côté originalité du nom, on repassera, c'est sûr. Il s'agit donc d'un modèle 207 mètres qui n'est autre qu'un clone de Dévaltrain au Parc des Combes ou de Tami Tami à Port Aventura. Ouvert en 1994, ce coaster est donc long de 207 mètres. 207 mètres, c'est le nom de la variante du modèle, si vous avez suivi. Il culmine à 8 mètres de hauteur et atteint la vitesse de 35 km/h. Je ne pense pas que je vais avoir besoin de m'éterniser 15 jours sur cette bécane, vous avez bien compris qu'on l'a faite essentiellement pour le crédit. Sans particulièrement nous dire que nous allions passer un moment d'extase qui nous marquera jusqu'à la fin de nos jours. Bah effectivement, l'expérience ne trompe pas, c'est aussitôt ridé, aussitôt oublié. Mais l'avantage de toute cette affaire, c'est que ça fait plus sain. Passons-en maintenant à un autre survivant des années sombres, à savoir Thunder Run, un wooden coaster conçu par Deed Corporation, ouvert en 1990. Et sur le papier, c'est pas forcément très engageant, étant donné que sur les 10 coasters conçus par ce constructeur, la grande majorité a très mauvaise réputation, genre Minstrek à Cedar Point ou Texas Giant à Six Flags Over Texas, et beaucoup ont soit fermé, soit été repris par RMC. De fait, Thunder Run est un des 4 derniers coasters conçus par Deed Corporation à être encore en fonctionnement aujourd'hui, sachant que leur tout premier Grand 8 date de 1988, on n'est pas sur des reliques de type Phoenix à Kaynobles. Oh putain, qu'est-ce que ça peut être bien Phoenix à Kaynobles. Sachant donc que Thunder Run est resté plusieurs années sous le giron de Six Flags et qu'en plus il est resté à l'abandon pendant 4 ans, vous imaginez bien quel devait être l'état de la machine lorsque le nouveau propriétaire l'a récupéré. De fait, puisque le parc a été racheté par un repreneur consciencieux, le coaster a eu droit à une bonne dose de retracking qui permet vraiment de le rider sans souffrance particulière, et ça c'est déjà un exploit. Aussi, on notera assez amusé la déco présente au sein de la structure du coaster, avec cette maison semblant avoir été terrassée par une tornade. Thunder Run, c'est donc un coaster de 27 mètres de hauteur, 868 mètres de longueur et atteignant la vitesse de 85 km/h. D'extérieur, le tracé est assez étonnant, en serrant complètement la gare qui est comme enlacée par le layout et notamment par ce grand demi-tour suivant la première drop. La première partie du parcours est d'ailleurs de bonne facture, avec notamment la première descente qui nous tire franchement vers le bas et qui permet de décoller du siège, d'autant plus lorsqu'on a pris place à l'arrière. Le virage qui suit est quant à lui
hautement fournis en jets latéraux avant que nous ne venions négocier des boss avec une vitesse suffisante pour procurer des airtime tout à fait bienvenus. Et moi, les boss qui nous font décoller notre majestueux océan, vous savez à quel point j'en suis friand. Et malheureusement, suite à ce bel enchaînement d'airtime, le tracé deviendra un peu plus plan-plan pour enchaîner des virages sans saveur, tous joints par des lignes droites qui n'aident pas franchement à ajouter du dynamisme à l'ensemble. Et si la première partie nous donne à enchaîner 3 boss qui fonctionnent tout à fait bien, la seconde partie ne nous offre qu'un single up et une boss tellement étirée qu'elle en devient absolument inoffensive, son amplitude annulant tout sentiment de relief. Si côté confort, le coaster est loin de nous dégommer comme on pouvait le redouter avant de nous y installer, la bonne première partie additionnée à la seconde qui est d'une platitude extrême en font un coaster pas désagréable à rider mais qui souffrira d'une forme de banalité. Ça fait donc plus 1 et on peut passer à la suite. Après le brillantissime Lightning Run qui vaut une visite du parc à lui seul, attaquons-nous maintenant à une autre montagne russe qui vaut la visite du parc à elle seule, à savoir Storm Chaser, un petit bijou de RMC ouvert en 2016. Le coaster a obtenu le 2e prix des meilleures nouvelles montagnes russes au Golden Ticket Awards en 2016, juste derrière un autre coaster que j'apprécie tout particulièrement, à savoir Lightning Rod à Dollywood. Storm Chaser est parti de l'ossature d'un wooden CCI ouvert en 1998 et fermé en 2007, qui est resté SBNO pendant 8 longues années. Ce coaster s'appelait alors Twisted Twins et était donc un dueling avec un parcours nommé Stella et un parcours nommé Lola. Comme ça, vous savez tout. RMC a donc réemployé une partie de la structure de Lola pour concevoir Storm Chaser et pour concevoir celui qui est très probablement parmi leurs coasters les plus intenses. En tout cas, c'est clairement le coaster le plus intense de ces petits génies de l'Idaho que j'ai pu tester à ce jour. Pourtant, tout comme Lightning Run, le coaster ne paie vraiment pas de mine, le parc étant limité en hauteur à cause de sa proximité avec l'aéroport de Louisville. Côté stats, Storm Chaser fait donc 30 mètres de hauteur, 836 mètres de longueur pour une vitesse de 83 km/h. On est donc ici plus proche des statistiques d'Untamed que de celles de Steel Vengeance. Avec Storm Chaser, on est sur un modèle tout compact, tout petit, mais qui en a véritablement sous le capot, avec des jets négatifs ahurissants qui mettent à l'amende bon nombre de coasters beaucoup plus imposants. Alors c'est très simple, du sommet de son lift jusqu'aux freins finaux, le coaster ne vous laissera jamais le temps de respirer, ne vous laissera aucun moment de répit et vous fera l'étalage de toute sa puissance sur l'intégralité de son layout. D'ailleurs, au sommet du lift, vous ne trouverez pas une descente traditionnelle, mais une descente en barrel roll dont l'effet d'aspiration sera aussi surprenant qu'impressionnant, vous faisant décoller du siège tout en vous attirant avec une force impétueuse vers le festival de jets négatifs et latéraux qui font de ce coaster une machine exceptionnelle. La suite du parcours se composera donc de boss de toutes sortes, donc aussi bien de camelback très saillants et redoutablement chargés en éjector, que des boss avec bascule de type EGF Turn, elles aussi très fournis en jets négatifs. Et quand je vous dis fournis en jets négatifs, je pèse véritablement mes mots, car Storm Chaser est un coaster qui va vraiment vous faire travailler les cuisses. C'est d'une puissance hallucinante, à vous faire crier de surprise sur chaque boss, tant l'effet que vous ressentez dessus est troublant et déroutant. On est ici sur un des coasters qui propose les airtimes les plus puissants de la planète. Et ils sont si rapprochés les uns des autres, on les enchaîne à une telle vitesse que l'intensité n'en est que décuplée. Et pour une machine au stade si modeste, je peux vous dire que ça surprend. C'est d'ailleurs si puissant que je sais qu'elle en laissera certains de côté, parce que là les curseurs ont vraiment été poussés à fond. À se demander s'il n'y a pas eu une petite erreur de calcul tant les éjecteurs sont extrêmes. Et ça tombe bien parce que, comme j'ai pu le dire pour Lightning Run, c'est exactement ce qu'on est venu chercher ici. Regardez-moi juste ce plan, on dirait qu'il a été accéléré tant le train aborde le camelback à une vitesse pas possible, c'est franchement hallucinant, et je vous jure que je n'ai rien accéléré du tout. En dehors de ces boss délicieusement exquises tant elles ne lésinent pas sur le facteur décollage de fesses, nous trouverons 2 overbank curves ainsi qu'un zero G-roll très agréable à traverser qui nous enverra sur les derniers pop airtime qui sont d'une méchanceté absolument redoutable. D'ailleurs, ceux qui râlent contre les derniers bunny hop de Conda tireront franchement la gueule, parce que là c'est encore plus puissant que ce que vous pouvez imaginer, à envoyer la dernière partie de Conda au rang de Kiddie Coaster. Alors je pense que Storm Chaser est un coaster qui fera moins l'unanimité que les autres constructions RMC de ce type, dans le sens où ici le parti pris est celui de l'expérience extrême, celui des potards qui vont au bout du bout, celui où n'est valable aucun semblant de compromis et où le mot d'ordre est simple, on va vous arracher la gueule. Eh bien c'est exactement pour ça qu'on est venu poser nos fesses sur cette bestiole, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on aura été servi, et qu'on ne se sera pas fait prier pour remonter sur la bécane malgré les opérations à la mort moelle-neu du parc. Storm Chaser c'est vraiment un truc de gros bourrin, et dans le genre on dit vraiment oui, oui et oui. Pas de Loop Larson pour nous, une attraction qu'on retrouve dans beaucoup de parcs américains mais pour lesquels j'ai encore un peu de mal à comprendre l'intérêt, et par rapport auquel mon seul souhait est qu'elle ne soit pas un jour considérée comme des crédits. Sur le chemin pour aller chercher nos 2+1 restants, nous n'aurons pas fait de tour de Mile Hill Falls, un shoot de shot Hopkins
ouvert en 1994, qui, vu la chaleur, nous aurait probablement fait beaucoup de bien, notamment grâce à sa drop qui crée une énorme vague à la réception qui a vraiment l'air de vous tremper jusqu'aux os. Un shoot de shot qui a donc l'air de parfaitement remplir son contrat. Et si pas de shoot de shot, pas non plus de lazy river pour se rafraîchir les cacahuètes, étant donné qu'on ne perd pas de vue qu'il y a encore des crédits à ajouter au compteur avant la suite du programme. Même si Emmerich aura quant à lui cédé à l'appel de Deepwater Dive, un immense toboggan à trappe de 37 mètres de hauteur avec une drop inclinée à 70 degrés conçu par ProSlide. Il s'agit là de l'un des toboggans à trappe les plus hauts du monde, un toboggan qui est même ici plus haut que n'importe quel coaster du parc. Oui, ça blague pas. De notre côté, nous aurons traversé l'aridité de Kentucky Kingdom, qui est certes un parc en pleine reconstruction, mais qui manque encore cruellement d'arbres et de zones d'ombre pour s'éviter les insolations très probables en ce mois de juin particulièrement chaud. Et pendant qu'Emmerich cherche la mort au sommet de Deepwater Dive, nous assurons le plus sain en nous lançant à l'assaut de Kentucky Flyer, un wooden familial conçu par Gravity Group ayant ouvert en 2019. Ce Kentucky Flyer est donc le coaster le plus récent du parc à l'heure actuelle et nous propose un parcours en out and back long de 392 mètres, haut de 14 mètres et atteignant la vitesse de 56 km/h. En gros, Kentucky Flyer, c'est un peu le Heidi the Ride de Kentucky Kingdom. Mais encore une fois, à Kentucky Kingdom, les stats de ce coaster seront fort trompeuses, étant donné que celui-ci est bien meilleur que le pourtant plus imposant Thunder Run trônant à quelques encablures de là. Comme pour Lightning Run ou Storm Chaser, Kentucky Flyer imposera une dynamique soutenue tout au long de son layout. Un layout très porté sur les jets négatifs et latéraux, mais avec évidemment un dosage plus contenu que les deux autres sommités du parc pour pouvoir convenir à l'ensemble de la famille. Mais dans le genre, ce coaster fonctionne très bien, chaque tour est synonyme de plaisir, et on n'est pas gêné par les trains qui sont donc des Timberliners, étant donné que le coaster reste suffisamment soft pour qu'il ne soit pas trop mis à l'épreuve. Les flottings qu'il procure sur l'ensemble du parcours sont tout à fait agréables, la meilleure partie étant bien sûr ce triple down qui nous met d'ores et déjà dans l'ambiance avant d'aller nous confronter à Lightning Rod le lendemain. Un coaster donc tout à fait apprécié et qui plaira à toute la famille, qui est un ajout judicieux pour Kentucky Kingdom et qui aura été validé par l'ensemble de l'équipe. Et même par Emmerich qui aura donc crédité le coaster après nous et qui sera revenu vivant de son tour de Deepwater Dive, un toboggan garanti sans bobo à la réception, avec qui plus est une chute exceptionnelle. Disons, tomber de la hauteur d'une drop plus haute que n'importe quelle drop du parc d'ici, dans le vide, c'est spécial. Merci Emmerich pour ce retour avisé. Ce qui n'est pas du tout garanti sans bobo, en revanche, c'est le dernier coaster que nous aurons eu à créditer durant cette journée, à savoir T3, qui n'est autre qu'un SLC Vekoma. Ah, les SLC Vekoma, c'est vrai que c'est toujours un grand moment de plaisir. De ceux qui illuminent votre journée, si tant est que vous ayez des tendances masochistes plutôt prononcées. Ici, nous avons affaire au deuxième SLC à avoir été conçu par Vekoma, un an après le prototype, qui ne fut autre que le tout à fait infâme El Condor, situé à Walibi, Hollande. Et pensez-vous que Vekoma ait appris des erreurs de son prototype? La réponse est assez évidente, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que... bien évidemment que non, pardi. Sachez que les deux premiers SLC vendus, qui sont donc El Condor et T3, sont les deux seuls modèles à proposer un parcours de 662 mètres. La grande majorité des SLC conçus par la suite faisant quant à eux 689 mètres. Une courte différence qui voit s'ajouter quelques mètres de rails supplémentaires sur la fin du layout, quand bien même les deux versions disposent exactement des mêmes inversions. Donc à la limite, on pourra se consoler en se disant que T3 est un petit peu plus court que les SLC standards, mais c'est bien le seul argument de réconfort qu'on pourra y trouver. Cette superbe machine ne dispose plus des trains Vekoma standards, qui sont de véritables horreurs, mais de trains encore plus terribles que ceux-là, comme si ça pouvait exister. Mais qui serait donc capable de fournir des trains encore plus merdiques que les trains d'origine? Eh bien, d'autres Hollandais évidemment, à savoir ces petits génies de Kumbak. Et quand on se souvient de l'abomination que sont les trains de Stampida à PortAventura ou encore les anciens trains de Python à Efteling, on voit déjà très clairement arriver la catastrophe. Ici, pas de baffe à anticiper, étant donné que le système de retenue laisse la tête complètement libérée. Mais avec Kumbak, si vous ne trouvez pas de problème d'un côté, faudra certainement regarder de l'autre, et notamment au niveau des cuisses sur lesquelles la barre viendra appuyer comme s'il s'agissait de vous faire un garrot. Mais un garrot en mode cisaille ou taille-haie. Et la haie en question, bah, c'est vous. D'ailleurs, faudra vraiment m'expliquer à quoi servent ces boutons de borne d'arcade présents sur les
poignées des harnais parce que je pense qu'une feature devait être prévue mais que finalement l'idée est tombée aux oubliettes. Ce qui n'est pas tombé aux oubliettes par contre, c'est l'habitude tout à fait facétieuse qu'ont ces machines à profiter de la moindre occasion pour vous secouer dans tous les sens, comme un sac à chiasse. Et ici, je vous informe sans détour qu'on a là affaire à l'un des pires SLC que j'ai pu tester de ma vie. Tout est archi violent, les secousses sont permanentes et très prononcées, les creux sont de vrais moments de torture, faisant de ce coaster un temple érigé au dieu de la brutalité qui n'attend que le fait que vous soyez installé dans ces trains pour vous malmener avec une violence peu commune. D'un côté, heureusement qu'il n'a plus les trains d'origine, parce qu'avec les harnais qui vous enserrent la tête dans un truc plus proche du bloc de parpaing que du matelas en latex, je pense vraiment qu'on aurait laissé 2-3 chicots dans le revêtement à chaque banking. Maintenant, faut aussi dire qu'on était à la limite d'y laisser nos jambes, et autant des chicots en moins on s'en accommode, autant nos jambes on va en avoir besoin pour aller au bout de ce trip. Un coaster tellement nul que First Drop était tout honteux de l'avoir fait. D'ailleurs, pour couronner le tout, il l'aura fait tout seul, parce que nous serons passés avant. Ah bah on se moque des copains qui font des kiddies pour le crédit, mais on fait des SLC tout seul, hein. Bravo Pierrot. T3 est donc une bonne grosse merdouille, témoin du génie du Vekoma de la grande époque, à classer parmi les El Condor, Goudurix, Ninja ou autres Blue Hawk dont nous parlerons très prochainement. Après avoir laissé quelques instants se reposer nos cuisses qui ont bien été malmenées, nous serons allés les malmener à nouveau, mais ce coup-ci pour la bonne cause, avec quelques tours du brillant Storm Chaser, qui est un coaster extrêmement surprenant pour sa taille, et qui envoie dans les cordes une grande quantité de coasters dont on pourrait penser qu'ils sont bien plus costauds, mais qui n'arrivent aucunement à la cheville de ce petit coaster hyper agressif et surtout hyper jouissif. Et pour rejoindre Lightning Run afin de lui faire un bisou d'au revoir, nous n'aurons qu'à traverser la route séparant le parc en deux. Une disposition plutôt étonnante mais suffisamment bien gérée pour que ce soit transparent pour le visiteur. Pas de cinéma 5D pour nous parce que c'est pas que ça donnait pas envie, mais en fait ça donnait carrément pas envie. Pas de jump around non plus parce qu'autant on veut bien s'infliger des kiddies pourris, autant là faut pas pousser mémé dans les orties. Et pas non plus de flying scooter Larson parce qu'autant à K-Nubbles la proximité des arbres rendait le truc absolument terrifiant, autant ici ça m'avait l'air assez plan-plan. Et c'est donc sur ce non-tour de flying scooter que s'est achevée notre visite de Kentucky Kingdom. Un bilan sur le parc, Dubik? Mais bien sûr que oui, mes amis. Kentucky Kingdom est un parc couvert de cicatrices dont on enlève les bandages les uns après les autres. C'est un parc qui a réussi à éviter la tombe dans laquelle Six Flags semblait le prédestiner à se précipiter, après son abandon qui aura duré 4 longues années. Un fiasco qui aura rendu la situation particulièrement chaotique, et il aura fallu beaucoup de courage ainsi qu'une grande capacité de projection aux repreneurs ayant racheté le parc avant de le revendre à Airchain de quelques années plus tard. En l'état, Kentucky Kingdom est un sympathique parc-étape qui revient de très loin. C'est un parc à qui il faut laisser du temps dont il va avoir besoin pour se reconstruire. Je vais donc éviter tout jugement hâtif parce que compte tenu de ce qui a été fait depuis sa reprise, on est presque là dans une forme de miracle. Et le fait qu'il soit désormais entre les mains de Airchain donne beaucoup d'espoir pour la suite. Et puis quand on voit les investissements colossaux qui ont déjà été faits pour remettre le parc aquatique en état et y ajouter des nouveautés, ainsi que pour remettre le parc sec à l'endroit et là aussi dégainer le chéquier pour ajouter de superbes montagnes russes, pour retaper les anciennes et qui plus est faire fleurir de nouvelles attractions à droite à gauche, on se dit que ça y est, le Phénix est revenu à lui et il est très probable qu'on nous y proposera de très belles choses par la suite. Alors oui, il y a encore énormément de boulot, mais le parc va dans le bon sens avec des ajouts originaux et intelligents qui complètent bien l'offre. Concernant les axes d'amélioration, il y a tout d'abord le plus gros problème rencontré ce jour, et c'est un problème récurrent de Kentucky Kingdom, à savoir celui des opérations. Parce que, entre la mollesse absolue des employés et le fait que pour un samedi ensoleillé comme celui-là, il ne sorte qu'un seul train sur chacune des montagnes russes, c'est vraiment un coup à se foutre en colère. D'ailleurs, difficile d'enchaîner les tours de quoi que ce soit, étant donné que même avec une file très peu remplie, vous attendrez une vingtaine de minutes avant de monter dans un train. Après, je me dis aussi que, vu la vitesse à laquelle les employés dispatchent les trains, ajouter un second train sur chacun des rails ne corrigerait pas forcément le problème. Parce que bon, si c'est pour glander sur les freins finaux en attendant que la gare se libère, je vois pas ce qu'on y gagnerait franchement. Autre chose, il faut vraiment que des investissements soient effectués concernant les espaces verts, parce que ça manque cruellement d'ombre et de verdure dans ce parc. Et c'est pas si grave lorsqu'on se fait dorer la pilule sur les transats du parc aquatique, ça devient tout de suite plus embêtant lorsqu'on se rend de Storm Chaser à Kentucky Flyer qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Dernier point, ce sera plutôt au niveau de la déco et de l'ambiance. On est sur du minimum syndical, avec de la musique Spotify diffusée dans les allées. À se demander d'ailleurs si on va pas non plus avoir droit à une coupure pub comme à la radio. Là aussi, il faudra y faire quelque chose, et c'est pas parce que c'est Airchain qu'il faudra s'attendre à une déco aussi chiadée qu'à Silver Dollar City ou à Dollywood. Mais dans les années à venir, j'attends quand même quelque chose de plus consistant pour l'œil et pour l'oreille. Malgré ces points négatifs, il ne faut pas oublier les superbes coasters
coasters que possède le parc, et il faut constater l'évolution de dingue qu'il a connue en quelques années, à être passé d'un parc moribond sur le point de disparaître à un parc dans lequel on se rend avec plaisir pour rider des coasters 5 étoiles, ou pour taper du toboggan de très bonne facture, le tout pour une cinquantaine de dollars. Le parc, qui plus est, très bien entretenu, très propre, et si vous l'avez visité durant sa période Six Flags, sachez qu'il s'est complètement métamorphosé. Alors n'hésitez pas à ajouter ce parc sur votre plan de route si vous passez dans le coin, parce que ce qui est sûr, c'est que vous y passerez un bon moment, et que vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas, étant donné que Kentucky Kingdom possède un excellent rapport qualité-prix, étant donné que la cinquantaine de dollars dépensés pour l'entrée du parc comporte à la fois l'accès au parc d'attractions ainsi qu'au parc aquatique, avec notamment dans le parc d'attractions quelques très bons grands 8 qu'il vous faudra absolument essayer, ainsi qu'une offre très élargie en toboggan dans le parc aquatique. Du coup, avec tout ça, il n'est pas galvaudé de dire que vous en aurez pour votre argent. Le parc est de plus en plus intéressant d'année en année, et avec Airchain aux commandes, il ne faut pas douter du fait que des améliorations conséquentes continueront à arriver, jusqu'à permettre au parc de passer un nouveau cap. En l'état, Kentucky Kingdom est déjà un parc dans lequel on peut passer une bonne journée, avec une offre assez complète, même si elle n'est pas aussi pléthorique que certains parcs américains. C'est en tout cas suffisant pour qu'on ne tourne pas en rond après avoir fait des attractions majeures du parc, et certaines attractions sont tellement bonnes qu'on aura envie de les refaire encore et encore. Depuis notre visite, je tiens à vous rassurer en vous disant que le parc s'est débarrassé de son SLC Vekoma, à savoir donc T3, qui a fermé à l'issue de la saison 2022. On aura donc eu l'insigne honneur de vivre ces derniers instants quand on a fait notre visite. En ce qui concerne les nouveautés d'envergure, et bien pour l'instant aucune n'a été annoncée ni pour le parc d'attractions ni pour le parc aquatique, mais nul doute qu'avec Airchain aux commandes, et je suis ça de près, ça finira par arriver, car là je pense que le parc a vraiment trouvé une épaule très solide sur laquelle se reposer, et qu'il est vraiment tombé dans la meilleure écurie possible. Et en fait, je me dis que la seule chose salvatrice qui pourrait arriver à Walligator, c'est qu'il soit racheté par un groupe comme Airchain par exemple, parce qu'avec tout le passif qu'a Kentucky Kingdom, aussi difficile et douloureux soit-il, eh bien le parc est vraiment en train de sortir la tête de l'eau. C'était complètement inimaginable il y a encore quelques années de ça, et c'est exactement ce qu'on peut se dire pour Walligator en ce moment. Et en ce moment, je suis gentil, Walligator depuis toujours quoi. Mais enfin, d'ici à ce que Walligator soit repris par un groupe de ce type, eh bien le parc aura disparu au moins 1000 fois. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Kentucky Kingdom, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous quitterons le Kentucky pour nous rendre à 4 heures de bagnole de là, à savoir dans le Tennessee, afin d'y visiter un certain Dollywood. Et ça, je sens que ça va en intéresser pas mal. Et jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera donc consacrée à Dollywood, et bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! On est au KFC et on est ravis de savoir que Jésus nous aime. Jésus nous aime.